Bienvenue à tous, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de l'Africa Newsroom. Cette semaine, focus sur les réformes de l'éducation sur le continent. Et pour aborder ce thème, notre premier dossier sera consacré aujourd'hui au bilan de l'école obligatoire en Côte d'Ivoire. Au programme également de cette émission, le président djiboutien Ismaël Omar Guelleh a prêté serment ce dimanche pour un 4e mandat. Et en Mauritanie, l'opposition rejette le projet présidentiel de révision constitutionnelle. Et pour nous accompagner pendant cette émission, Kader Diaby, vous êtes le représentant Europe de la société civile ivoirienne. Bienvenue. Merci beaucoup. Bonjour. Et pour nous accompagner également, nos éditorialistes. Jean-Marie Bitomo, bienvenue. Bonsoir Fanny, bonsoir à tous nos téléspectatrices. Et grâce à Okindi Kiza, bienvenue. Merci Fanny, bonsoir à tous. Tout de suite, l'actualité du jour. Le président djiboutien Ismaël Omar Guelleh, réélu le 8 avril dernier, a été investi ce dimanche pour un 4e mandat. À l'occasion de la cérémonie de prestation de serment, il a rappelé ses priorités pour ce nouveau quinquennat. La population, de son côté, attend beaucoup de la poursuite des réformes. Reportage de notre envoyé spécial Olive Adjakotan, commenté par Idelette Mirabel-Bissou. Le président Ismaël Omar Guelleh dispose de 5 ans pour accélérer le développement de Djibouti. La redistribution équitable des fruits de la croissance, la lutte contre le chômage et l'atténuation des inégalités sociales sont autant de préoccupations chères au peuple djiboutien. Les Djiboutiens sont venus nombreux à sa prestation de serment ce 8 mai 2016. Ils ont tenu à rappeler au président élu leurs priorités pour ce 4e mandat. Même si le chômage est un problème épineux, mondial, qu'on ne peut pas résoudre facilement, mais je pense que le président de la République va s'organiser, organiser une équipe qui s'occupe de ce fléau. Maintenant, il nous reste à ce que les Djiboutiens retrouvent l'espoir, à ce que les Djiboutiens pensent qu'ils ont une égalité de chances, à ce que les Djiboutiens aillent au travail. Il a mis la jeunesse au cœur du développement du pays. C'était un discours prometteur. On est serein. On sait que les 5 prochaines années à venir seront encore plus meilleures. Le président Ismaël Omar Guelleh a été plébiscité avec 87,07% des voix face aux 5 autres candidats lors de la présidentielle d'avril 2016. Aujourd'hui, certains candidats malheureux comme Hassan Idriss se disent prêts à accompagner l'actuel chef d'État djiboutien pour le développement du pays. Nous étions des rivaux, nous n'étions pas des ennemis. Le peuple a fait son choix et je respecte le choix du peuple. Comme je l'ai déjà toujours dit, je suis prêt à servir mon pays. Je ne veux pas me servir, mais servir mon pays. Le président Ismaël Guelleh est au pouvoir depuis 1999. Djibouti est devenu aujourd'hui un carrefour économique et un havre de paix dans la Corne de l'Afrique sous sa gouvernance. Jean-Marie, alors que certains présidents qui ont aussi été réélus récemment placent leur mandat sous le signe de la rupture, le président djiboutien, lui, il a choisi la continuité. Est-ce que vous trouvez qu'il a raison ? Je pense que Djibouti, si vous voulez, la problématique djiboutienne est une problématique différente, comme je l'ai souvent dit sur ce plateau. Tout simplement, pourquoi? Parce que Djibouti, si vous voulez, c'est un pays relativement récent. Quand vous prenez tous les États africains ont pratiquement 60 ans d'existence. Djibouti, si vous voulez, a acquis son indépendance des années 77-79. Donc à partir de là, vous avez une nécessité de pouvoir non seulement organiser le pays au niveau interne, mais aussi pouvoir organiser la scène politique du pays. Donc, que le président Omar Guelleh soit réélu, vous me connaissez bien là-dessus, Fanny, je suis souvent assez acerbe avec les présidents africains. Mais je me dis toujours, quand nous sommes en train de discuter, il faut prendre, comment dirais-je, une problématique, c'est-à-dire dans toute sa dimension. C'est-à-dire, quand on discute des choses comme ça, on va se dire que oui, ça fait depuis 20 ans qu'il a rempli là pour 20 ans de pouvoir. Mais quand on regarde Djibouti, c'est un petit pays, et quand on regarde ce qui a été effectué, à savoir que vous avez quand même des stratégies éducatives, vous avez des stratégies sanitaires qui sont mises en place, qui sont des stratégies efficaces de mon point de vue. Là, de ce côté-là, je me dirais, vous avez même, dans le reportage, vous avez l'opposant, il n'y a eu aucune contestation pour les élections. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que par rapport aux 80% que nous voyons, 90% dans nos États africains, de moins en moins maintenant, bon, mais c'était monnaie courante, si vous voulez, bon, dans les années précédentes. Donc ici, là, vous voyez que l'opposition ne conteste même pas les résultats. Donc ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que le président Guelleh, malgré, comment dirais-je, tout ce qui a été mis en place, les contestations antérieures qu'il y avait dans cette élection présidentielle, là, on a quand même vu l'expression de la démocratie dans toute sa quintessence, dans la mesure où vous avez plusieurs candidats qui sont présentés. Et de ce point de vue-là, c'est une dynamique qui est
positive par rapport à un petit État comme Djibouti qui vient, si vous voulez, de rentrer. Djibouti n'a pas de matière première, ils n'ont rien du tout. Donc, ils essayent, comment dirais-je, de faire développer leur économie avec un peu plus d'intelligence en fonction, si vous voulez, du carrefour qu'ils sont par rapport, parce qu'ils sont entre l'Afrique et le Moyen-Orient, l'ouverture, la porte vers le Moyen-Orient. Donc, je pense que le président Guelleh, bon, moi j'ai suivi son discours, c'est un discours qui est positif. Et si les Djiboutiens sont si les Djiboutiens sont d'accord pour son élection, pourquoi nous, on le contesterait de l'extérieur? Alors oui, Gracien, on entend souvent que c'est Ismaël Omar Guelleh qui a permis au pays de retrouver une certaine stabilité, qui a lancé ces grands chantiers. Vous êtes d'accord avec ce constat? Bon, je suis un peu dubitatif. D'abord, pour le volet politique des élections, bon, je pense qu'il y a les opposants. Il y a des opposants qu'on voit, il y a des opposants qui n'ont pas le droit, qui n'ont pas eu le droit de se présenter, il y a des opposants qui étaient en prison. Et moi, quand on a une opposition, surtout une grande opposition politique qui est à l'étranger, ça on peut se poser la question vraiment de la démocratie dans ce pays. Bon, il arrive avec ce pourcentage. On se dit bien, on sait bien comment ça s'est passé au niveau de la presse, tout ce qui s'est passé. On peut dire vraiment que ça s'est passé comme les autres élections dans certains pays de l'Afrique. Ce n'est pas pour moi, ces élections, ce n'est pas vraiment une grande victoire démocratique. Mais compte tenu des avancées économiques, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de rentrées dans le pays. Ce n'est pas le pays, ce n'est pas parce qu'on exporte du café ou de l'or, c'est parce qu'il y a beaucoup, disons, le positionnement du pays par rapport à la mer, par rapport, disons, aux forces qui viennent, qui s'installent. Il y a de l'argent, mais il y a ce problème de répartition, il y a ce problème aussi, disons, de concentration de pouvoir. Parce que quand on parle de pouvoir politique, il faut entendre aussi pouvoir économique. Donc, je pense que le mieux, pour avancer d'une façon sur le plan économique, sur le plan de développement, il faut aussi élargir, associer d'autres gens, pas seulement les gens qui demandent à être associés, mais d'autres aussi pour que ça soit au niveau national, donc le processus de développement. Alors oui, Jean-Marie, malgré les grands chantiers qui ont été lancés, la population ne profite pas encore réellement des fruits de ces chantiers. Encore 79% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Est-ce que ce n'est pas un paradoxe qui pose problème quand même ? Ce n'est pas un paradoxe qui est propre à Djibouti, c'est un paradoxe qui est propre à toutes les économies africaines. Nous en avons suffisamment parlé sur ce plateau. Vous avez des taux de croissance qui sont mirobolants, mais vous n'arrivez pas à améliorer l'IDH, l'indice de développement humain. Donc ce n'est pas une problématique qui est propre, si vous voulez, à Djibouti. Donc à partir du moment où les priorités, les stratégies économiques, les stratégies sociétales qui sont mises en place chez nous en Afrique ne sont pas des stratégies qui favorisent, si vous voulez, cet enrichissement de la population-là, pouvoir donner beaucoup plus de pouvoir d'achat. Et c'est là où il faudrait changer les choses. À savoir que quand on met les stratégies économiques en place, ces stratégies économiques-là, quand ces stratégies-là sont mises en place, il faut penser à une chose. Parce que la plupart de nos économies, nous n'avons pas de ressources en tant que telles. Ces ressources, moi j'insiste toujours là-dessus, ces ressources qui viennent de l'extérieur, ces ressources-là, quand les firmes multinationales arrivent, les firmes multinationales, qu'est-ce qui se passe? Moi je sais qu'un État comme Djibouti, qu'est-ce que vous avez là-dedans? On vous dit, Gracien parlait tout à l'heure de la plateforme. La plateforme rapporte quoi? 10%, comment dirait, du revenu djiboutien. Donc, ce n'est pas aussi énorme que ça. Ces 10%-là, ça voudrait dire que la population, on ne peut pas développer un État avec uniquement les 10% de l'apport extérieur, si tu veux. Donc, à partir de ce moment-là, je me dis que ces stratégies-là sont encore améliorables pour que vraiment le panier de la ménagère ressente le développement. J'ai toujours dit sur ce plateau que les indicateurs économiques qu'on met en place, c'est-à-dire qui suivent la manière dont les économies occidentales fonctionnent, ce n'est pas la même manière qu'on doit comptabiliser en Afrique. Merci. Dans l'actualité également, en Mauritanie, l'opposition dit rejeter le projet présidentiel de révision constitutionnelle. Une manifestation a d'ailleurs été organisée ce samedi à Nouakchott. Pour rappel, le projet de révision prévoit notamment la suppression du Sénat. Birama Saonera. En Mauritanie, le projet de révision constitutionnelle de la suppression du Sénat ravive les crispations entre la majorité présidentielle et l'opposition. Le samedi 7 mai 2016, plusieurs milliers de militants de l'opposition ont manifesté à Nouakchott. Pour eux, ce projet de révision annoncé par le chef de l'État mauritanien constitue un prétexte pour faire sauter le verrou de la limitation du nombre de mandats présidentiels. Ce qui pourra, selon l'opposition, permettre au président Mohamed Ould Abdelaziz de briguer un troisième mandat. Nous avons organisé cette marche pour exprimer notre refus à toute intention de toucher à la Constitution parce qu'il est clair que le chef de l'État veut, dans cet agenda unilatéral, toucher aux mandats qui sont limités à 2 alors qu'il est en train de terminer son dernier mandat.
Autre point évoqué par l'opposition au cours de la manifestation, le manque de dialogue consensuel dans lequel tous les Mauritaniens se retrouvent. Certains observateurs estiment que la suppression du Sénat entre dans le cadre de l'amélioration des conditions des populations mauritaniennes. On est dans une période où le gouvernement propose énormément de projets de loi sur des questions aussi importantes de la vie des citoyens. Et on se rend compte que chaque fois, on a besoin de faire appel à une session extraordinaire parce que les lois passent à l'Assemblée nationale, il faut qu'ils repassent encore au Sénat, ça prend 2-3 semaines. Imaginez par exemple la question de la criminalisation de l'esclavage, ça a pris du temps. Imaginez les questions qui concernent le fonctionnement des infrastructures, du système éducatif, de la vie de tous les jours des Mauritaniens. Le projet de loi devrait faire l'objet d'un référendum. Pour l'heure, aucune date n'a été définie sur la tenue de ces référendums. Toutefois, le président Mohamed Ould Abdelaziz a lancé une invitation à un dialogue à l'opposition. Dans cette invitation, l'opposition a jusqu'à 3 semaines pour confirmer ou infirmer sa participation au dialogue national. Gratien, est-ce que le Sénat alourdit réellement le processus d'adoption des lois? Non. Le Sénat n'alourdit pas, le Sénat apporte des améliorations parce que le Sénat est composé par des gens qui sont élus autrement que l'Assemblée nationale. Donc, c'est en plus, si c'est alourdi pour ce pays, pour la Mauritanie, c'est aux citoyens, disons, aux dirigeants de voir comment est-ce que le processus doit être fluide. Il faut que ça tourne, il faut que ça marche. Pourquoi ça marche dans d'autres pays? Dans d'autres pays, il y a même des nominations qui sont approuvées par le Sénat et ça se passe en une journée. On ne peut pas comprendre comment est-ce qu'on peut préparer des lois et puis les faire passer pendant 2 mois, 3 mois parce qu'il y a le Sénat. Pour moi, c'est un prétexte. Le Sénat est toujours indispensable, mais encore faut-il lui donner sa place et son travail. Jean-Marie, c'est vrai que l'utilité du Sénat se pose dans plusieurs pays. Est-ce qu'il n'est pas quand même un contrepoids nécessaire à l'Assemblée nationale? Il faut repartir à la genèse, si vous voulez, de ce que... Vous avez 2 lectures, nous avons 2 lectures ici, la Fanny. Vous avez la première lecture qui est... Je comprends la crainte de l'opposition, c'est-à-dire de manière en sorte que... L'opposition se dit, si on laisse filer la chose, ça voudrait dire qu'il va y avoir une modification de la Constitution. Vous avez cette première lecture-là qui est que le Sénat, si vous voulez, c'est une entité, c'est une institution qu'on connaît dans tous les États du monde. Sauf qu'en ce qui nous concerne en Mauritanie, qu'est-ce qui se passe? Le président mauritanien, si vous voulez, veut donner le pouvoir à des conseils régionaux. Donc ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'en termes de développement, vous vous rapprochez de la population. Donc les gens qui sont contre l'opposition, c'est-à-dire qui se méfient éventuellement d'une modification de la Constitution, ils ont peut-être raison de se méfier parce que quand on voit tout ce qui se passe dans toute l'Afrique, d'autant plus que le président mauritanien, c'est-à-dire avait juré pratiquement qu'il n'allait pas se représenter après son 2e mandat. Donc quand on voit les exercices comme ceux qui, si vous voulez, se dessinent, dont l'opposition s'élève. Donc on peut se dire de ce côté-là qu'ils ont éventuellement raison. Mais d'un autre côté, le fait qu'on puisse rapprocher, si vous voulez, le développement au niveau des localités qui sont concernées, ce développement local-là est nécessaire. Le Sénat, même, on peut se poser une question. Le Sénat, est-ce une nécessité pour les États africains? Le Sénat, c'est-à-dire, nous avons pris toutes les institutions que nous ont léguées nos colonisateurs et on les applique ainsi, sans pouvoir réfléchir, sans qu'il y ait une réflexion profonde sur la société africaine. Le Sénat, c'est un coût. Ce n'est pas quelque chose qui va de soi. Donc, ces sénateurs-là, il faut les entretenir, il faut voir leur salaire. Donc, dès cet instant-là, si je vais sur ce volet-là, je me dirais que pour moi, le Sénat, si vous voulez, les conseils régionaux peuvent être aussi efficaces que le Sénat et étant beaucoup plus proche de la population en tant que tel, au lieu d'avoir une centralisation des décisions qui se passe par le biais du Parlement. Kader Diaby, que vous inspire ce projet de révision constitutionnelle? Ce projet de révision constitutionnelle, vous savez, la première, j'ai 2 réactions. Je ne suis pas spécialiste de la Mauritanie, bien évidemment, mais ça m'inspire 2 choses. C'est-à-dire qu'en Afrique, et c'est souvent là qu'on observe ce genre de difficultés, et ça arrive souvent lorsque le président d'exercice atteint souvent le terme de son mandat et qu'il ne peut plus se présenter aux prochaines élections. Et on assiste toujours à des réformes constitutionnelles. Et c'est toujours dramatique et on arrive toujours à ce genre de contestation. Donc ça, c'est la première observation que je fais. La deuxième, quand je me projette sur le cas de la Côte d'Ivoire, qui va rentrer également dans une phase de réforme constitutionnelle annoncée par le président de la République
Dès sa réélection en 2015, je dis en fait, il y a des questions, il y a des sujets à anticiper longtemps à l'avance en intégrant en fait toutes les couches de la société qui compose le pays, la société civile également a son mot à dire. On parle de Sénat. Le Sénat, est-il opportun? La Côte d'Ivoire n'en dispose pas, mais est-ce qu'il y a des débats, il y a des discussions sur la mise en place d'un Sénat? Est-ce nécessaire ou pas? Moi, je crois en tout cas que nos pays africains souffrent de beaucoup trop de centralisation. Il faudrait quand même que le pouvoir soit de plus possible décentralisé et que les problématiques des citoyens soient traitées vraiment avec une vraie politique de proximité. On souffre beaucoup de certaines problématiques qui ne sont pas connues du tout des dirigeants parce qu'ils sont encore très très loin des problématiques et des réalités que vivent les populations. Donc il faut aller vers plus d'intégration, plus de proximité entre les décisions publiques et puis l'utilisation au quotidien et la vie que peuvent en avoir en fait les citoyens. Merci. Nous allons marquer une courte pause à l'instant, la deuxième partie de l'Africa Newsroom. À tout de suite.